des guérilleros du M19, des guérilleros du Pérou, de l'Équateur et bientôt du Venezuela et du Panama. À 4000 mètres d'altitude dans la cordillère des Andes, après une nuit et 2 jours de marche, nous avons rencontré l'état-major du M19. Nous avons interrogé les jeunes guérilleros dont la principale motivation est le ras-le-bol. Ras-le-bol de la misère, ras-le-bol de l'injustice. Tous aspirent au changement dans leur pays. Alors, ils font la guerre et l'armée régulière est leur cible. C'est parce que nous avions passé 3 jours avec eux dans la région du Cauca que nous avons été arrêtés par les militaires lors de notre retour à Bogota. Dominique Merlin, Richard de la Fuente et moi-même sommes emprisonnés et mis au secret pendant 4 jours dans une caserne militaire, interrogatoire à toute heure du jour et de la nuit. Dès notre libération, la presse colombienne serre les coudes, articles dans les journaux, reportages télévisés, interviews sur les radios. Nos films ont été confisqués. L'armée nous fait diplomatiquement comprendre que nous ne les reverrons plus. C'est grâce à la solidarité de la presse colombienne que nous ne sommes pas expulsés. Il y a 4 jours, nous avons reçu par l'intermédiaire de l'ambassade de France la totalité de notre reportage. Les films étaient développés, les militaires les ont sans doute recopiés. Mais ils nous les ont rendus, et là encore, la presse colombienne a fait pression. Quant à l'attitude finalement conciliante des autorités militaires, nous n'en connaissons pas les raisons, nous ne pouvons que nous en réjouir. Voilà l'intégralité de ce reportage et des enquêtes sur la guérilla dans d'autres pays du monde à 22h10, donc dans le magazine de la rédaction. À l'étranger, voici 48 heures que des combats se déroulent dans le nord du Tchad. Face à face, les troupes régulières d'Issénabré et celles de Goukouni-Ouédey, le clan pro-libyen tchadien. Avec une initiative importante de la France aujourd'hui, la décision d'accélérer la livraison d'armes et de matériel au gouvernement régulier, c'est-à-dire celui d'Issénabré, soutenu par Paris. Alors voici tout de suite les explications de Bruno Albin. Le Tchad, découpé en zones d'influence. Le sud est essentiellement contrôlé par le président Issénabré, le nord est aux mains de Goukouni-Ouédey, soutenu par les Libyens. Entre les deux, la zone rouge, garde-fou que la France considère comme une ligne à ne pas franchir du nord au sud. Or, la guerre se rallume dans la zone rouge. Chalouba, position clé sur les routes qui traversent le pays, est attaquée par les rebelles. Ces combats sont très sérieux et très importants. C'est l'opinion de Guy Pen, conseiller du président de la République française pour les affaires africaines. Il a annoncé aujourd'hui l'accélération des livraisons de matériel militaire français au Tchad. C'est la première réaction de la France à rapprocher de cette déclaration du ministre des Relations extérieures il y a 48 heures. Si le moindre mouvement se produisait du genre de celui que nous avons stoppé en 83, toutes les dispositions sont prises pour que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Cela avait été l'opération Manta, 3000 soldats français envoyés au Tchad et le coup d'arrêt à l'action militaire des Libyens et des opposants tchadiens contre N'Djamena. Oui, puis je vous le disais, on a appris tout à l'heure, il y a quelques instants, donc que le ministre de la Défense, M. Paul Quilles, se préparait à partir dans les heures, dans les minutes qui viennent pour N'Djamena. Un autre conflit maintenant, celui qui oppose l'Iran à l'Irak, une guerre qui a 5 ans mais qui vit une nouvelle flambée depuis le début de la semaine avec une offensive iranienne. Pourtant, sur le terrain, les choses semblent vraiment très compliquées et la bataille de communiquer interdit pour le moment de se faire une idée précise de la situation militaire, en tout cas sur place. Pierre Serra. Les combats font rage au sud de l'Irak. Les troupes iraniennes, selon Téhéran, poursuivent depuis dimanche leur progression et auraient pris le contrôle du bras de mer de Khor Abdallah, unique voie d'accès maritime de l'Irak vers le Golfe. Les forces navales irakiennes étant de ce fait bloquées dans le port de Qasr. À Bagdad, où l'on a estimé nécessaire de rassurer la population, on confirme implicitement la position difficile des troupes irakiennes en reconnaissant que la contre-offensive qui a été lancée risque de durer plus longtemps que prévu. L'état-major irakien, qui n'est généralement pas avare de communiqués de victoire, tente actuellement de couper de leurs arrières les forces iraniennes qui ont pénétré en Irak. La situation est très préoccupante, au point qu'à Washington, on s'inquiète de la tournure des combats, en rappelant qu'une extension du conflit à d'autres États de la région, notamment au Koweït, constituerait une menace majeure pour les intérêts américains.
ce qui tente au moins pour l'instant à authentifier la teneur des communiqués de guerre iraniens. Autre point chaud, les Philippines, et toujours pas de résultats concluants dans l'élection présidentielle. Alors, on continue de recompter les votes. Et selon les sources, c'est tour à tour le président Marcos ou sa rivale, Mme Corazon Aquino, qui l'emporte de quelques centaines de milliers de voix. Un résultat de toute façon obéré par les fraudes commises par les amis de l'actuel président. C'est du moins ce que pensent les observateurs américains et canadiens qui ont suivi le scrutin. Philippe Gassot. Quel que soit à présent le résultat qui sera officiellement communiqué, l'Église attribue la victoire à Cory Aquino. Elle est accueillie à l'église de Baclaran comme la première dame des Philippines. Madame Corazon Aquino est la nouvelle présidente des Philippines. Cory Aquino est venu ici assister au service funèbre de Javier Evilio, l'un de ses plus fervents partisans assassinés mardi dernier. Cette fois, l'adversaire du président Marcos était très protégé par plusieurs dizaines de gardes du corps vigilants. En ce moment, aux Philippines, tout peut arriver. 8 jours après les élections, les résultats ne sont toujours pas connus. L'Assemblée nationale est le seul organisme officiel habilité à décompter les voix. Les résultats partiels donnent une avance de plus de 800 000 suffrages pour le président sortant. L'Assemblée, il faut le dire, est présidée par celui qui a dirigé la campagne Marcos. 2 tiers des députés sont favorables au président sortant. L'organisation catholique qui décompte officieusement les suffrages donne largement gagnante Cory Aquino. Si l'avantage n'est pas reconnu, la désobéissance civile sera au programme, soutenue par la puissante Église philippine. Selon les observateurs américains, les rapports de fraude sont de 100 pour 1 à mettre au débit du président Marcos. Philippe Habib, l'envoyé du président Reagan, qui lui serre la main, le spécialiste des missions impossibles, aura bien du mal à séparer le vrai du faux. La France, maintenant, avec la campagne électorale et une contribution fort intéressante à un moment où les politiques se disputent, les hommes politiques se disputent le devant de l'actualité. Il s'agit de l'irruption sur la scène de certains hauts fonctionnaires, une trentaine, qui ont tous moins de 30 ans. Des jeunes énarques, donc, qui sont dans les ministères, dans l'administration, chargés de suivre ou de préparer les dossiers et qui viennent de publier un très gros rapport, un rapport que vous allez voir dans un instant. Il est consacré au bilan économique et social de la France depuis 1981. C'est un document qui se veut technique, loin de toute polémique, avec une dédicace plutôt souriante puisqu'il est dédié tout à la fois à François Mitterrand, à M. Giscard d'Estaing, à M. Barre, à M. Chirac et à Michel Rocard. Alors le spécialiste Philippe Sassier a étudié de très près ce texte pour vous. Voici son commentaire. Ce document reprend tous les chapitres du rapport Bloch-Lenné qui, en 1981, dressait l'état des lieux de la Maison France quand le locataire Giscard a laissé la place au locataire Mitterrand. Ces 200 jeunes hauts fonctionnaires, comme Bloch-Lenné, dont le nom évoque une rigueur intellectuelle, se sont refusés à juger à travers les lunettes de la politique. Ainsi, disent-ils, la France de Giscard a réagi trop tardivement à la crise mondiale, mais sa croissance économique a connu un rythme double de la France de Mitterrand. L'emploi a été le plus grave échec du septennat giscardien, mais sous François Mitterrand, la situation a continué de se dégrader. Le chômage est devenu la préoccupation numéro 1 de 2 tiers des Français. Sous Giscard, la lutte contre l'inflation a été un échec, constaté François Bloch-Lenné en 1981. Sous Mitterrand, elle a remporté un succès, mais il reste fragile et se paie d'un ralentissement de la croissance. Enfin, en ce qui concerne l'endettement de l'État, celui-ci s'est accru de 118% entre 1980 et 1984. L'hebdomadaire Le Point détaillera très précisément ce rapport dans son prochain numéro et sa lecture mérite notre attention au moins pour 2 réflexions. La première, la croissance ne se décrète pas. La relance de 1981 est une erreur, mais la réforme de l'économie ne viendra pas de la confiance que veut faire naître l'actuelle opposition. La seconde, l'action d'un gouvernement de gauche comme de droite reste et restera soumis à des contraintes extérieures et budgétaires. Alors qu'actuellement notre vie politique retentit de petites phrases, voici un rapport qui nous fait méditer sur les duretés d'une crise et les difficultés qu'il y a à mettre en œuvre certaines promesses électorales. Oui, j'ajoute que si vous voulez avoir d'autres détails sur ce rapport, vous les trouverez effectivement dans le numéro du Point qui sort lundi. Le projet de loi sur l'aménagement du temps de travail, adopté tout à l'heure en 2e lecture par les députés, une adoption automatique puisque le gouvernement avait engagé sa responsabilité. Pour qu'il soit rejeté, il lui fallut le vote d'une motion de censure, ce qui ne s'est pas produit comme c'était prévisible.
Un sondage bien intéressant, à un peu plus d'un mois du scrutin. Il est publié par notre confrère Lacroix et réalisé par la Sofres. Il se préoccupe du vote des catholiques et nous apprend que 62% d'entre eux voteront à droite. Un chiffre qui culmine même à 86% lorsque l'on prend en compte les seuls catholiques pratiquants réguliers. Alors le détail de ce sondage dans Lacroix de ce jour. Un attentat. Pardon, un petit détail pratique, d'abord une information pratique, puisque vous savez que vous deviez payer votre tiers provisionnel le 15 février au plus tard, eh bien vous avez un petit sursis de 3 jours, puisque la date limite de paiement est maintenant reportée depuis ce soir au 18 février. Voilà un attentat, maintenant, un attentat cet après-midi contre un bar de Saint-Jean-de-Luz. C'est à nouveau la communauté basque espagnole qui était visée. Il y a un blessé grave, mais l'un des terroristes a été arrêté. Bruno Ledreff. La guerra sala, la sale guerre du Pays Basque avec toujours ces mêmes images, ces mêmes attentats, sa même violence. Un bar fréquenté par les réfugiés espagnols. 3 hommes font irruption, plusieurs coups de feu, un jeune espagnol s'effondre, grièvement blessé. L'attentat n'a toujours pas été revendiqué, mais ici on pense aux GAL, ce groupe qui s'attaque régulièrement aux indépendantistes basques espagnols. L'un des 3 agresseurs a été arrêté. C'est la première fois que la police réussit à prendre, presque en flagrant délit, l'auteur de l'un de ces attentats qui ont fait 15 morts depuis 1983. 13 étrangers expulsés de France, c'est la suite de l'opération coup de poing menée hier par la police et par le contre-espionnage français dans le cadre de l'enquête sur les actes terroristes commis récemment dans notre pays. Au total, 64 personnes avaient été interpellées, 13 vont donc ou ont été rapidement expulsés vers leur pays d'origine ou vers un pays de leur choix. Ils sont tous originaires du Proche et du Moyen-Orient. Les autres ont donc été libérés. La police poursuit ses investigations pour retrouver la trace des auteurs, en tout cas des attentats contre la FNAC et la librairie Giberjeune. Vous savez qu'après ce dernier attentat, la direction de la librairie a décidé de licencier immédiatement et sans indemnité les 80 employés du magasin. Alors, réaction du ministre du Travail, M. Dolbar, c'est inadmissible. Il estime que le cas de force majeure invoqué par la direction n'est pas évident et il demande la réunion dès le début de la semaine prochaine d'une commission tripartite pour trouver une solution qui évite ces licenciements. Avec un exemple à suivre peut-être après l'incendie qui s'est produit aujourd'hui dans une usine des fromageries Belle, c'était à Lons-le-Saunier. Il y a pour plusieurs dizaines de millions de dégâts, mais la direction a mis ses 500 employés en chômage partiel pour une durée indéterminée. Nicolas Bardelli, condamné à 5 ans de réclusion criminelle, dont 2 avec sursis. C'est le procès de l'autodéfense à Lyon, là où un jeune homme de 22 ans avait tué un autre jeune homme parce qu'il voulait lui voler son autoradio. Le verdict vient tout juste de tomber, donc 5 ans de réclusion criminelle, dont 2 avec sursis. Et sur place, déjà, semble-t-il, des échauffourées. Sur place, au téléphone, notre envoyé spécial, Agnès Poirier. Tout s'est passé très vite. Il y a une demi-heure à peine, après 3 heures de délibération, la Cour rend son verdict. Nicolas Bardelli est-il coupable d'avoir porté des coups ayant occasionné la mort de Waïd Achichi? Oui. Voulait-il donner la mort? Non. Verdict, 5 ans de prison, 2 ans avec sursis. À ce moment-là, des cris fusent de la salle d'audience. Nagui Balam, l'oncle de Waïd Achichi, qui a créé il y a 3 ans Waïd Association, hurle à l'encontre des juges. Les policiers, très nombreux dans le palais de justice, s'interposent. On décide l'évacuation du palais. Le ton monte, grenades lacrymogènes, bris de vitres. Une centaine de personnes, jeunes immigrés lyonnais pour la plupart, attendaient le verdict à l'extérieur depuis midi, sous une banderole où l'on pouvait lire « Justice pour Waïd ». 5 ans, dont 2 avec sursis, ça n'est pas la justice qu'ils attendaient. Il y a quelques mois, 3 jeunes de Vaux-en-Velin avaient été condamnés à 6 ans de prison pour vol à main armée. Ce n'est pas un crime raciste, affirme-t-on depuis le début du procès. Verdict, racistes ont-ils hurlé au palais de justice. Le verdict, donc je vous le rappelle, 5 ans de réclusion criminelle, dont 2 avec sursis. On les appelle déjà les diaboliques. Voici des semaines que la police les recherche. Lui, Marc Fasquelle, 38 ans, évadé de prison en 1984. Elle, Jocelyne Bourdin, 29 ans. Leur spécialité, viol et sévices en tout genre. Ils ont un meurtre à leur actif. Leur dernier otage a été libéré ce matin dans les Landes. Et les gendarmes ont repéré leur voiture tout à l'heure dans le sud de l'Aveyron. Henri Bodiguel.
Toute la région du sud-ouest est désormais quadrillée et des barrages sont en place sur tous les axes routiers. C'est dans cette région en effet que Marc Fasquelle et Jocelyne Bourdin ont été repérés depuis le début de la semaine. Mardi dernier, en Haute-Garonne, une mère de famille de 44 ans est enlevée, violée, puis libérée quelques heures plus tard à Vic-sur-Bigorre. Le même jour, dans la même ville, une autre femme âgée de 27 ans est elle aussi enlevée, battue, violée, puis libérée. Dans les deux cas, les cartes de crédit ont été volées et utilisées. Mais surtout, les deux victimes ont fourni le même signalement de leur ravisseur, permettant ainsi d'identifier Marc Fasquelle et Jocelyne Bourdin. Fasquelle, 37 ans, condamné en janvier 84 à 7 ans de réclusion pour vol, détournement et usage de cartes de crédit volées, profite en décembre 84 d'une permission de sortie pour s'évader. Jocelyne Bourdin n'a fait l'objet d'aucune condamnation. Le 4 février dernier, dans la Somme, le couple en cavale est déjà soupçonné du meurtre d'une femme de 38 ans. La victime a été mutilée, violée et abattue de 3 balles dans la tête. Beaucoup plus tard, fin décembre, le même couple sadique aurait sévi dans les Charentes, puis début janvier en Loire-Atlantique, un peu plus tard dans l'Indre et début février en Picardie. À chaque fois, les témoignages concordent. Lui est accusé de viols et de tortures, elle de faire des photos avant de se livrer à divers sévices. À chaque fois aussi, la méthode pour repérer les victimes semble être la même. Les deux personnages se font passer pour des agents recruteurs en proposant des emplois. Et mardi dernier, la rencontre a donné l'impression de se passer normalement. Tous les trois, ils avaient une attitude normale, pas du tout à pleurer ni rien. Ils souriaient, ils ont plaisanté avec vous? Non. Enfin, il n'y a que le monsieur qui m'a parlé, les deux dames ne m'ont pas parlé. Entre eux, ils ne discutaient pas beaucoup. Ils n'ont pas fait grande conversation. Toujours en cavale à bord du même véhicule, une R25 marron avec un toit gris, le couple aurait donc été repéré ce soir près de Requista, dans le sud de l'Aveyron. Les enquêteurs, cependant, n'excluent pas qu'un autre crime pourrait être mis au compte de ce même couple. Le meurtre d'une femme de 27 ans, retrouvée mardi à Jansac dans le Tarn-et-Garonne, assassinée après avoir été ligotée et violée. Plus aimable, ce charmant conchiliculteur de l'Aude qui vient d'inventer la soucoupe à moules. Il a 75 ans, il s'appelle Henri Espina. Il donne donc dans l'élevage des moules et des huîtres. Il vient de mettre au point un appareil ou un procédé, je ne sais pas ce qu'il faut dire, un appareil ou un procédé tout à fait remarquable. Regardez ce reportage de Patrick Boitet. Lex, ce n'est pas un monstre marin, mais l'invention qui révolutionne l'élevage de moules. Une soucoupe reliée à 20 filets remplis de pain de mousse sur lesquels, au fond de l'eau, les coquillages se développent. La récolte, effectuée une fois par an, donne entre 4 et 5 tonnes de moules. Et pas n'importe quelle moule. Vous apercevez que vous n'avez que des moules du même calibre. C'est un gros avantage. Hein. Voilà, c'est un gros avantage, c'est-à-dire que nous dégrappons nos pains, si vous voulez, nous mettons les moules dans un panier, un coup de jet d'eau et ça va directement dans le panier de la ménagère. Fini de telles opérations de lavage et de calibrage, avec moins de main-d'œuvre, le produit est de meilleure qualité. Le principe de l'appareil imaginé par cet homme, Henri Espina, est simple. La soucoupe, alliage de métal et béton, est creuse. On lui fixe des filets remplis de pain de mousse. Une fois la soucoupe immergée à faible profondeur, les pains de mousse flottent dans l'eau. Ils vont servir de support aux larves microscopiques de moules qui vivent entre 0 et 15 mètres de fond. Au bout d'un mois, on vient injecter de l'air dans la soucoupe par un tuyau en caoutchouc et l'appareil remonte à la surface. Il suffit alors de le déplacer vers des fonds plus importants où les moules vont se développer pendant 1 an sans capter l'arrivée de nouvelles larves. Le résultat, le voilà. Sur chaque pain de mousse, des grappes de coquillages, tous de calibre identique, à la différence de l'élevage traditionnel. Une architecture de rêve qui se bâtit sans maçon. La mère, généreuse, effectue le travail à la demande. Je pense que le grand creuset de nourriture humaine se fera à la mer et surtout à partir des moules parce que les moules sont, vous l'avez vu, il n'y a besoin de rien. On jette une ficelle, on récolte les moules. C'est unique. À 30 000 francs pièce, la soucoupe se rentabilise dès la première récolte. Aujourd'hui, plusieurs pays étrangers se déclarent intéressés et la France, qui importe chaque année près de 50 000 tonnes de moules,
a déjà des professionnels prêts à tenter l'aventure. Alors, la soucoupe d'Henri Espuna, nouvelle reine des mers, c'est possible dès demain, si des concessions maritimes sont accordées aux professionnels. Car du point de vue technique, selon les dires de l'inventeur, il n'y a plus de problème. Ça marche. Monsieur Espinasse qui a décidément plein d'idées puisqu'il travaille, paraît-il, en ce moment sur un projet de catamaran à huîtres. Alors du catamaran, nous passons maintenant au traîneau, le temps de rejoindre Jean-Louis Etienne, le docteur Etienne, qui se prépare à vivre une grande aventure. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes équipé comme ça parce que vous apprêtez à partir dans le Grand Nord. Vous allez exactement au pôle Nord. Alors expliquez-nous ce que vous allez faire. Je vais essayer d'atteindre le pôle Nord à pied, c'est-à-dire départ du nord du Canada, qui est le point de terre le plus proche du pôle Nord. Et puis je vais marcher sur la mer, c'est aussi une affaire maritime. Sur la banquise donc. Sur la banquise, une mer gelée bien sûr. Et j'ai 800 km à faire pour aller jusqu'à ce point, un point immatériel, il n'y a rien. Donc on aperçoit effectivement, on voit donc votre trajet. C'est la partie en vert qui est la partie, je dirais, pédestre. Vous allez voilà, marcher. La partie en vert c'est la marche. Resolute B, c'est le dernier village avancé du Grand Nord canadien. C'est là que se situe le camp de base. Un avion jusqu'au Cap Columbia qui est ce point de départ. Et en fait le trajet vert qui est la partie faite à pied. Donc je marche avec des skis en tirant mon traîneau. Ah, justement, le coup du traîneau, c'est pas très original. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que vous tirez votre traîneau. Il n'y a pas de chien avec vous. Oui, c'est moi l'animal. Donc je tire ce traîneau qui est attelé à la taille. Et ce traîneau qu'on voit ici... Donc, on va le voir, je pense, un petit peu mieux. Alors expliquez-nous d'abord, il est très léger, je l'ai posé tout à l'heure, il pèse combien? Il pèse 3 kg, il est en Kevlar avec des raidisseurs en carbone, extrêmement léger. Tout mon matériel est ficelé, si vous voulez, sous cette bâche, qui est mon sac de couchage. Et je transporte l'essentiel de mon matériel, 45 kg en tout. Quoi. Alors ça, c'est une partie du matériel. Il y a d'autres choses. Il y a d'abord cette balise qui est ici, qu'on va essayer de voir. Voilà. Je me prends les pieds dans votre duvet, j'ai l'impression. Cette balise, donc, qui est une balise mixte Argos et Sarsat, je précise qu'elle est expérimentale. C'est le centre d'études spatiales qui m'a fait ça pour cette opération. Elle pèse 1,7 kg, elle est très légère. Argos pour la navigation, et en cas de détresse, j'appuie sur ce bouton. Et dans les 20 minutes à Toulouse, on sait que j'ai un problème. Et alors, il y a quelque chose de particulier, c'est que vous serez en contact avec des avions de la compagnie Air France. C'est très original, ça aussi. Les pilotes qui font Paris-Tokyo entreront en communication avec moi. C'est un essai de propagation des ondes dans ce secteur où les orages magnétiques sont fréquents et qui pourraient poser des problèmes en cas d'un atterrissage forcé sur la banquise. Alors, vous allez manger du phoque, qu'est-ce que vous allez manger là-bas? Non, il n'y a pas de phoque à cette saison parce que la banquise est compacte. Donc pour manger du phoque, il faudrait que je puisse l'attraper. Oui. Il est sous la glace. Donc j'ai des paquets, comme ça j'en ai un par jour. Ça pèse 1 kg. Alors, ça n'a pas l'air bon vu comme ça, mais je vois qu'il y a marqué langouste ici. Langouste aux fenouilles, non c'est délicieux, c'est de l'alimentation lyophale, tout est lyophilisé. Et je fais fondre de l'eau, bouillir de l'eau chaude, et je mets dans chaque sachet ce truc-là. Et puis je mange un le matin, un à midi et un le soir. Bon. 3 repas. Et c'est pas trop mauvais? Non, c'est délicieux même. Quoi d'autre? On jouer avec un paquet jaune par terre, on un paquet jaune, c'est une tenue de pingouin qui est ma tenue que j'ai déguisée en pingouin parce qu'il faut être complètement englouti dans une tenue chaude pour vivre dans la tente parce qu'il fait la même température à l'intérieur de la tente, c'est-à-dire moins 45 à peu près que dehors. Et puis un dernier bijou fantastique qui est une montre. Je sais pas si on peut l'avoir d'un petit peu plus près peut-être. Voilà. Une montre. Voilà. Une montre qui a la particularité de faire un tour en 24 heures, c'est-à-dire qu'elle suit le soleil. Je mets la boussole, si vous voulez, l'aiguille de la montre dans l'axe du soleil, et puis l'axe 12-24 me donne le nord. Alors régulièrement, je me calque par rapport à ça. C'est ma horlogerie qui m'a fait ce petit bijou qui est en titane, qui pèse 45 grammes. Je vois Laurent Boussier qui est très envieux là-bas. Dites-moi, Jean-Louis, simplement, vous n'avez pas d'armes avec vous? Alors moi j'ai entendu dire qu'il y avait des animaux, notamment des ours blancs dans la région. Oui. Comment ça se passe? En principe, l'ours vient sur la banquise quand elle est cassée, parce qu'il mange des phoques. 80% de la nourriture de l'ours sont des phoques. Et à cette époque-là, je suis le seul être vivant sur cette banquise. Vous en êtes bien sûr? J'espère. J'espère. Donc s'il venait sur la banquise, ça serait un peu parce qu'il me suit. Vous avez prévu comme des pétards, des choses de ce genre? J'ai des petits explosifs parce que l'ours a un comportement imprévisible, mais il est très peureux. Bon, alors très précisément, vous avez déjà fait une tentative, vous avez raté votre coup, vous êtes parti 16 jours, vous êtes tombé dans une crevasse. Alors qu'est-ce qui vous fait penser que ça va mieux se passer cette fois-là? Parce que j'ai l'expérience de 16 jours passés sur la banquise et j'en ai retenu que j'étais beaucoup trop chargé. Donc j'ai fait l'inventaire, si vous voulez, le même, mais par contre, j'ai allégé beaucoup mes matériaux. Problème numéro 1, c'est quoi? C'est la solitude, c'est le froid. Problèmes. C'est le froid d'une part qui complique la vie. Il fait moins 45 en moyenne, donc c'est bas, surtout au début. Et puis la banquise n'est pas une patinoire, c'est quelque chose qui est très très abîmé, très chaotique. Et on est sans arrêt en train de cheminer dans des dédales de blocs de glace. Je ne vois jamais l'horizon. Je monte sur des blocs pour voir où je vais. Et puis grâce à ma montre, donc je trouve le nord. On n'a pas un petit peu peur avant de partir comme ça, on y pense? On est très concentré. Là, maintenant, je suis à 3 jours du départ, très concentré, et tout est parfait, je suis heureux, je vais partir. Un gros entraînement? Bien sûr, il faut avoir un entraînement de fond, mais ça fait 15 ans que je mène cette vie. Et bien sûr, il faut être en forme physiquement, mais 80% dans la tête,
c'est l'essentiel à mon avis. Il faut être passionné pour aller là-haut. Jean-Louis Etienne, dans 3 jours vous partez, on vous retrouvera donc dans combien de temps maintenant? Régulièrement, j'aurai des contacts avec vous, puisque je pense qu'une équipe va venir au camp de base. Absolument, va vous suivre, Antenne 2 va vous suivre. Antenne 2 va me suivre. Et puis j'aurai une dépose aérienne, donc il y a peut-être quelqu'un de chez vous qui va venir me faire donc on aura de vos nouvelles. Un petit bonjour en avion. Et puis on reviendra dans ce studio lorsque vous je reviendrai en principe début mai. Avec l'anglais probablement. J'espère avoir tous mes droits. Très bien. Mais écoutez, merci, bonne chance, et donc on se voit à votre retour. Merci. Mais on reste quand même, non pas sur la banquise, mais sur l'eau, avec le French Kiss. Le French Kiss, qui, comme son nom ne l'indique pas, est un bateau français. C'est même le seul bateau français en compétition dans la Coupe de l'América. French Kiss vient de trouver son vent, semble-t-il. Il est arrivé 2e à l'issue de la 5e manche de cette régate qui se dispute en Australie. Pour le moment, le baiser français, c'est la traduction française du French Kiss, est en 5e position au classement général, ce qui n'est quand même pas formidable. Alors voici les explications de Brigitte Duvauchel. French Kiss préfère le vent. Aujourd'hui, il prend la 2e place derrière Australia 3, le leader. Au classement général, le bateau de Marc Pajot n'est que 5e. Il faut dire que la régate d'avant-hier ne lui a pas porté chance. Une brise plutôt timide, une panne de toute électronique le privant d'ordinateur, matériel dont bénéficient tous les skippers de 12 mètres J modernes. Marc Pajot a dû naviguer au feeling et n'a franchi la ligne d'arrivée qu'en 7e position. Aujourd'hui, pour la 5e manche, heureusement, le vent s'est levé au large de Fremantle. Avec son spi rouge, French Kiss navigue côte à côte avec Australia 3. Force 5 à 6, on affale les spinnaker, les vagues se creusent, les équipiers s'animent. Marc Pajot déclare même qu'avec cette houle, il s'est cru au large de la Bretagne. Mathématiquement, Pajot et ses équipiers peuvent encore espérer devenir dimanche champions du monde, mais ils n'y croient plus guère. Australia 3 continue de s'imposer. Les Australiens sont très motivés par cette répétition générale dans le décor même de la Coupe de l'América. Voilà maintenant les résultats du quartet qui se courait aujourd'hui à Vincennes. 18, 16, 9 et 20. Et un joli rapport dans l'ordre. 108 107 francs et 50 centimes. Et 5 004 francs 00. Pour 5 francs dans les deux cas, dans un ordre différent. 18, 16, 9 et 20. Et puis une précision, le tiercé de dimanche ne se courra pas à Auteuil comme c'était prévu, il fait trop froid. La réouverture est donc repoussée. Le tiercé aura lieu à l'hippodrome de Vincennes. Et nous arrivons maintenant à la météo, puisqu'on parlait de froid. Alors quel froid maintenant, Laurent Boussier? Écoutez, il ne fera pas moins 45 degrés, ça c'est sûr. Cela dit, la neige revient demain pour la Saint-Valentin. Alors ce sera la neige des amoureux, accompagnée de quelques plaques de verglas. Regardez la photo satellite, c'est assez simple à comprendre. L'anticyclone s'est définitivement éloigné vers l'est, mais de nouveau il y a des dépressions. Une petite dépression là sur l'Atlantique, elle générait une perturbation qui était aujourd'hui sur toute la moitié sud-ouest du pays. Ça n'était pas très grave, ça n'était pas très actif, mais malheureusement il y a une deuxième perturbation qui était aujourd'hui au large de l'Espagne, qui va remonter et qui va donner dès demain matin de la neige sur les Pyrénées. Alors on retrouve la carte du temps prévue pour demain. Vous allez voir de la neige sur les Pyrénées, un temps gris, nuageux avec du verglas, de la pluie et de la neige sur toute la moitié sud-ouest du pays, sur la Bretagne, sur les Pays de la Loire, sur la Picardie, sur l'Aquitaine, sur la région Midi-Pyrénées, sur le Limousin et même un petit peu sur la Bourgogne, un temps très gris et très perturbé. De la Normandie aux Alpes, en passant par la région parisienne, un ciel clair le matin, plus nuageux dans l'après-midi. Enfin, seules les régions de l'extrême nord-est connaîtront encore un temps clair avec quand même quelques petits nuages. Côté température, ça va beaucoup mieux. Ça monte, moins 1 degré seulement dans l'extrême nord-est du pays. Partout ailleurs, ça devient positif avec des plus 8 degrés à Brest dans la journée, 4 degrés à Paris, et puis de 4 degrés, mais jusqu'à 12 et même 13 degrés à Bastia sur la moitié sud. Ça va mieux côté température. Côté agenda, c'est toujours pareil. C'est demain. Demain, nous sommes vendredi. Le voilà qui va arriver d'un instant à l'autre. Peut-être, je l'espère. Demain, c'est vendredi normalement. Vendredi qui arrive, je le connais par cœur, pas vraiment, c'est le vendredi 14 février, voilà, le soleil se lève à 8h03, se couche à 18h08, ça nous fait 3 minutes de soleil. En plus, c'est la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Alors, bon amour. Je vous rappelle rapidement la principale information de ce journal. Il concerne la situation au Tchad, où la France va envoyer des armes et du matériel pour repousser une nouvelle offensive appuyée par la Libye. Avec cette précision, M. Kiles, le ministre de la Défense, vient de quitter Paris pour N'Djamena, donc pour se retrouver au Tchad avec M. Hissène Habré. Voilà, dernier journal avec Daniel Lecomte aux environs de 23h30, demain 6h45 Télématin. Et puis après le journal, n'oubliez pas le deuxième épisode de l'été 36. Voilà, c'est après la réclame. Bonsoir, à demain 20h.